Bien, eh ben, ce que je vous propose, c'est de commencer ce nouveau webinaire. Vous étiez encore très très nombreux à vous être inscrits. Donc, je vous souhaite la bienvenue et c'est encore une nouvelle saison, l'épisode 2 aujourd'hui de cette nouvelle saison, saison 2. Donc, ce sont des webinaires un peu techniques organisés par Écosystème et le pôle éco-conception. Voilà, donc je me présente, je suis Samuel Mayer, je suis le directeur du pôle éco-conception, qui est le centre d'expertise nationale sur l'éco-conception. Et je suis très heureux d'animer ce nouveau webinaire qui va être un peu particulier parce qu'après avoir traité un petit peu les enjeux environnementaux de la filière des biens d'équipement électrique et électronique sur la fin de vie, on est sur un nouveau webinaire et on va aborder quelque chose d'important aujourd'hui, ce que j'appelle un enjeu un peu sensible, puisque c'est la maîtrise et la gestion des substances et composants dangereux en fin de vie. Alors, juste un rappel, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont qualifiés comme dangereux par la réglementation, de fait. Leur traitement, ça inclut différentes étapes de dépollution et une maîtrise des polluants pour garantir en fait que le recyclage se fasse de manière correcte et que la qualité des matériaux intrinsèques au produit puisse être réutilisée sans souci derrière. Donc, ce webinaire, ce sera un petit peu l'occasion de faire un point sur ces substances, ces composants dangereux et d'aborder les technologies de tri et de traitement. L'idée, c'est que vous ayez un peu une connaissance de comment ça se passe réellement en fin de vie pour pouvoir gérer un petit peu votre conception et puis améliorer cette fin de vie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire différents experts. Donc, si Mathilde peut allumer sa caméra et son micro. Alors, on est très, très heureux d'accueillir Mathilde Tavot, donc Regulatory Advisor. Donc, tu t'occupes de la réglementation, c'est ça, mais aussi ingénieur chimiste, donc c'est quelqu'un de sérieux, attention. Hein. On va parler de numéro de casse ou ce genre de choses. Donc, ingénieur chimiste chez Plastic Recyclers Europe. Bonjour Mathilde. Bonjour, merci beaucoup Samuel pour l'introduction. Du coup, je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc du coup, comme l'a dit Samuel, je suis ingénieur chimique et je travaille du coup sur tout ce qui est le côté affaires réglementaires. Donc chez Plastic Recycler Europe, nous on représente du coup des recycleurs plastiques en Europe, à l'échelle européenne, donc tout ce qui est au niveau législatif. Et moi, du coup, je me focalise vraiment sur la législation au niveau des substances chimiques, donc qui est le sujet d'aujourd'hui. Ben, merci de ta présence. Et on accueille, alors dans l'ordre, Marianne Fleury, que vous connaissez sans doute déjà si vous suivez nos webinaires, puisque c'est notre experte environnement et qui est référente du pôle amélioration des procédés et de prévention des risques chez Écosystème. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Alors j'essaie vainement d'activer ma caméra qui ne fonctionne pas, donc voilà, il n'y aura que le micro. On a essayé, on fait plusieurs tests, ça ne fonctionne pas. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Marianne Fleury, je suis experte environnement chez Écosystème au sein de la direction de performance environnementale projet qualité, et je suis référente d'un pôle qui s'appelle plutôt, moi je vais piloter plutôt tout ce qui est projet amélioration des procédés et gestion des risques. Et voilà, je suis ravie de participer à ce webinaire et puis je vais intervenir sur quelques petits sujets. Donc voilà, à tout à l'heure. On sent qu'il y a une petite teneur réglementaire aujourd'hui hein, sur ce point-là. Et puis, vous la connaissez aussi, puisqu'elle co-anime avec moi un certain nombre de webinaires, Lorraine Queno, donc experte environnement et éco-conception. Donc, c'est notre référente sur l'analyse environnementale chez Écosystème. Bonjour Lorraine. Bonjour à tous. Et je ne me présente pas, Samuel, tu as tout dit. Bon, parfait. Alors, on va commencer ce webinaire. Alors, juste avant de commencer, on a parlé de substances, alors je ne sais plus comment on l'avait formulé, dangereuses, etc. N'hésitez pas, dites-moi quelles sont pour vous des substances dangereuses ou problématiques au recyclage. Alors, faites-le dans le forum des questions. On va prendre deux minutes là-dessus. Voilà, et en attendant, une petite question pour Marianne. Sur quelle réglementation, dans quelle réglementation on trouve le fait que les D3E sont dangereux?
que c'est ce que j'ai dit, donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises en introduction. Dans quelle réglementation on trouve dans la directive des 3E, en fait, qui va qualifier, et ben voilà, qui va scinder différentes familles de D3E et qui va les qualifier comme dangereux. Après, il va falloir qu'on accompagne aussi, parce que tout n'est pas écrit dans cette réglementation de D3E, et on va sortir à l'issue du traitement des composants ou des substances, ou en tout cas des composants qui peuvent contenir, eux, des substances. Et là, on s'attelle plus à une réglementation, un guide de l'INERIS qui nous aide à qualifier le statut des composants qui sortent de ces étapes de traitement. Donc voilà, on va s'appuyer sur ce guide de l'INERIS de 2016, en l'occurrence. Ok, merci. Alors, je vois qu'on répond à ma question. Donc, je vais citer des substances telles que le mercure, le chrome, les retardateurs de flamme, ou même des matières comme le PVC. Merci pour ceux qui ont répondu. Alors, moi, je vais aller directement au sujet. Et donc, c'est plutôt pour Lorraine, pour le coup. Quand on parle de substances dans les D3E, qu'est-ce qu'on entend chez Écosystème, hein, de substances dangereuses? Je vais juste essayer de passer les diapositives. Il y a justement de belles images pour pouvoir illustrer des exemples de composants dangereux qui ont pu être sortis, enfin qui sont sortis en fait régulièrement des flux de déchets. Donc c'est assez divers et en fait effectivement il y a une annexe dans la directive des 3E qui spécifie quels sont les composants ou les substances qui doivent être extraits des flux de déchets au moment où ils sont traités. Donc c'est vraiment les premières étapes de dépollution des équipements avant de pouvoir songer à séparer les matières pour ensuite travailler leur recyclage. Ouais, parfait. Voilà. J'avais des super photos, effectivement, que je vous passais, mais que vous ne voyez pas. Donc, on voit pile, padri, condensateur, composants contenant du mercure, mais aussi des éléments type les cartouches ou les plastiques qui retiennent un certain nombre de substances. Merci, Lorraine, d'avoir mis une petite alerte sur ce point. Et donc là-dessus, vous voyez ça, c'est des fractions qui ont été extraites déjà des équipements. Donc les équipements, ils arrivent en mélange sur les centres de traitement et ensuite il y a ces premières phases de dépollution qui amènent vraiment un peu à concentrer ces polluants dans différentes fractions bien distinctes. Ensuite, pour pouvoir les emmener vers une fin de vie qui sera adéquate pour bien les traiter, bien les neutraliser, bien les éliminer. Sur l'image juste après, vous avez un récapitulatif en fait des composants ou des matières qui doivent être séparées, qui doivent être extraites dans les flux de déchets, donc quel que soit le flux de D3E que l'on récupère. Et vous voyez ici, donc il y a des tonnages qui sont divers et variés, hein, suivant la nature de ces composants ou matières ou fluides. Et c'est normal parce que ce sont des composants qui peuvent être plus ou moins pondéreux. Mais on voit aussi sur ce tableau-là, en fait, la diversité des types de ces composants matières qui doivent être séparés. Parce qu'on a aussi bien des fluides réfrigérants ou des gaz isolants ou des huiles également qui contiennent des traces de ces gaz réfrigérants qui doivent être séparés notamment pour leur gros pouvoir de réchauffement climatique. Donc, c'est des vrais enjeux après de vraiment pouvoir les détruire pour éviter des impacts qui seraient très importants. Après, on a toute une série de composants qui contiennent diverses substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement, pour la santé, etc. Donc, pour ne citer que les composants contenant du mercure, les composants contenant des substances radioactives. Alors, on peut en retrouver dans la filière des 3E en très, très faible quantité dans des équipements médicaux, par exemple. Donc ça, c'est pareil, ça doit être très bien séparé et bien tracé dès le début, dès la réception des équipements. Et puis après, d'autres types aussi là qui sont plus des matériaux, mais qui contiennent comme les écrans, les tubes cathodiques, des écrans à tubes cathodiques, qui peuvent contenir du plomb. Donc là, de la même façon, c'est du verre avec du plomb, donc qui doit être traité avec une gestion spécifique, ou des matières qui contiennent des matières plastiques qui contiennent des retardateurs de flamme bromée. Donc on a vraiment d'un côté des gaz, d'un autre côté des composants, d'un autre côté des matériaux. Et donc forcément, derrière, les outils et les techniques de dépollution vont être très différentes. Et c'est notamment pour la présence plutôt de fluides, de composants, de matériaux, que les flux de déchets sont aussi collectés en 4 grands flux, notamment en 5 grands flux pour les équipements ménagers, avec les gros équipements qui ont des circuits réfrigérants, donc qui font du froid ou qui vont avoir des enjeux de thermique. Des gros équipements qui, au contraire, ne font pas de froid, des petits appareils, des écrans et puis les lampes. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette segmentation vraiment en grand flux de déchets.
Ouais, c'est relativement clair et précis, mais tout à l'heure, justement, on parlait tout de suite, on avait des questions sur la réglementation. Est-ce qu'il y a des enjeux réglementaires particuliers sur ces substances ou ces catégories de produits, Lorraine? Oui, alors exactement, le panorama réglementaire est large, varié et dense, puisqu'en fait, il y a vraiment différents enjeux. Donc les flux de déchets qui arrivent, les flux de D3E, sont des déchets dangereux, sont considérés comme des déchets dangereux au moment où ils sont récupérés par la filière. Et ensuite, dans toutes les étapes de process, tout va être fait pour éliminer et donc certains composants, substances, etc., qui sont considérés comme dangereux, et les envoyer vraiment vers une filière spécifique. Donc tout ça, c'est couvert par notamment la directive 4 déchets, la directive D3E, le règlement POP, qui là définit vraiment au niveau du déchet qu'est-ce qui est à considérer comme un composant qui doit être extrait, comme une substance qui doit être éliminée, etc., et qui doit être géré et tracé jusqu'à sa fin de vie. Et puis après, il y a d'autres couches réglementaires qui viennent aussi en complément vraiment de ces réglementations très déchets, mais donc des réglementations qui sont plutôt sur la gestion au niveau des installations. Donc là, ça va être tous les opérateurs avec lesquels, par exemple, l'écosystème peut être amené à travailler, qui, eux, ont des contraintes qui vont être plus liées à leur ICPE, à la directive sur les émissions industrielles, la directive européenne sur les émissions industrielles, par exemple, qui là fixe bien le cadre pour limiter à la fois les rejets dans l'environnement liés à l'activité et puis aussi les risques pour la santé des travailleurs. Donc ça, c'est ce qui cadre finalement les opérations en tant que telles de dépollution, traitement, etc. Et puis enfin, pour toutes les matières qui, elles, vont plutôt aller au recyclage, on arrive en bout de chaîne, on est de nouveau confronté en bout de chaîne aux réglementations produits, donc qui vont être, c'est les réglementations que vous connaissez, REACH, RoHS, POP, ou des réglementations sectorielles qui là imposent que la matière qui finit et qui sort de son statut de déchet et qui est réintroduite dans un équipement répond bien aux exigences en vigueur et aux réglementations en vigueur sur les produits. Voilà, c'est des réglementations diverses mais très complémentaires et qui cadrent bien finalement tout du long de la chaîne qu'on ne réintroduit pas des substances, parce que comme on récupère des équipements qui ont déjà des années, on a aussi eu des évolutions réglementaires en cours de route. Et donc peut-être, il y a un moment donné, au moment où les équipements ont été mis sur le marché, il y avait des réglementations, par exemple, qui cadraient la mise sur le marché. Ces réglementations ont évolué. Et donc, il faut bien s'assurer que ce qui est remis sur le marché issu du recyclage répond aux nouvelles exigences réglementaires. Voilà, donc c'est un petit peu l'enjeu. Les enjeux. On n'a pas de réglementation et bon, c'est aussi pour la sécurité de tout le monde. Mais moi, tout de suite, j'ai un produit qui me vient à l'esprit. C'est plutôt vers Marianne hein, que je me retourne là. Ce sont les piles et les accumulateurs, puisque c'est vrai que quand on a posé la question au départ, tout de suite, vous êtes allé, vous avez proposé des substances, mais il y a aussi des composants. Et il me semble que les piles et les accumulateurs sont quelque chose de problématique. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là? Et je vois que sur le diapo, on parle de synergie entre les éco-organismes, donc vous n'êtes sans doute pas tout seul à travailler sur ce point-là. Tout à fait. Donc en fait, les piles et les batteries sont bien un des composants que nous devons extraire hein, des équipements parce qu'ils sont polluants d'une part. Donc là, sur l'illustration, vous allez voir différentes typologies de batteries. Donc les batteries alcalines, salines, pile-bouton, lithium-ion. Alors effectivement, nous, dans notre périmètre, il va y avoir des batteries là, qui sont illustrées qu'on ne le retrouve pas. Les deux dernières sur la droite, là, les batteries de clôture électrique et les batteries plomb sont des batteries qu'on ne retrouve pas dans nos gisements. Donc, on va vraiment se focaliser principalement sur les 4 premières catégories que l'on voit ici. Donc, les piles boutons, les piles bâtons et les piles lithium-ion qu'on va retrouver principalement dans les équipements portatifs ou tout ce qui est portable. Et avec leur problématique que l'on connaît aussi de départ de feu, donc la filière aussi doit gérer parce que c'est quand même un composant qui est problématique de ce point de vue. Donc les piles boutons, c'est plutôt par rapport à leur problématique du mercure, donc il est important de les extraire pour les recycler, en tout cas pour les traiter correctement. Donc là, sur le schéma juste après, Samuel, on illustre rapidement en fait une chaîne parce qu'en fait ces piles elles concernent essentiellement le flux de petits appareils en mélange, donc on va le retrouver
peut les retrouver, hein, les petits boutons dans d'autres flux comme les écrans sur les cartes ou les gros électroménagers, mais ça se focalise quand même sur ce flux de petits appareils en mélange. Donc en fait, il va y avoir deux zones sur cette ligne au niveau desquelles on va extraire ces piles. Donc au niveau du pré-traitement déjà, où on voit là les opérateurs sur une ligne, donc en fait, qui vont extraire les piles qui sont facilement extractibles des télécommandes ou autres sur un tapis. Pour les piles qui sont un peu moins facilement accessibles, en fait, les équipements donc, vont suivre leur chemin et rentrer dans un désintégrateur dans lequel ils vont s'entrechoquer. Les équipements, là, le but du jeu de cette phase, c'est de ne pas broyer, mais d'ouvrir les équipements. Les équipements donc ouverts vont être véhiculés sur un tapis qui vont faciliter l'extraction des piles qui sont encore présentes dans le flux. Ensuite, comme disait Samuel, nous, effectivement, on ne va pas agir sur ce flux-là parce qu'il y a des éco-organismes dédiés au traitement des piles qui sont présents sur le territoire. Donc, on en a deux, Ecorepiles et Screlec. Et donc, nous, on va ne faire que conditionner les piles. Donc, ça peut générer, vous allez voir, enfin, dans la vidéo qui suit, il y a David Turmel de chez Corepil qui va nous faire une présentation de sa filière. Et pour faire un petit focus et un lien, c'est qu'il met bien l'accent aussi sur une des problématiques qu'il faut qu'on apprenne à gérer, c'est l'endommagement des piles, parce que celles qui sont extraites en amont, en pré-traitement, eh bien, elles restent très intègres. Et dès qu'elles passent dans ce désintégrateur, même si voilà, ça n'ouvre pas la pile, mais parfois elle peut être très abîmée. Et voilà, on est quand même souvent en lien avec Corepil et Screlec pour régler ces soucis d'endommagement de piles qui leur posent problème pour la suite. Donc, je te laisse faire la transition vers la vidéo, Samuel. Bah oui, alors on a eu la chance de pouvoir interviewer David Turmel et vous verrez, il expliquera que justement l'endommagement des piles et particulièrement des accumulateurs sur les accumulateurs lithium, ça peut poser quand même des soucis importants. Sur le recyclage, je vais lui laisser la parole, il vous expliquera ça bien mieux que moi. On a une petite vidéo de quelques minutes, je vous laisse la découvrir. Bonjour à tous, je suis David Turmel, directeur des opérations dans l'éco-organisme Corepil. Corepil, c'est l'éco-organisme sous agrément d'État pour la collecte et le recyclage des piles et batteries qui existe depuis une vingtaine d'années. La filière piles et batteries, c'est environ 35 000 tonnes de piles et batteries mises sur le marché en France et il s'en collecte à peu près 17 000 tonnes en France. Donc on est sur un taux de collecte à peu près de 50% aujourd'hui. Corepil existe depuis une vingtaine d'années et nous représentons 1200 adhérents qui financent la filière de collecte et de recyclage. Aujourd'hui, la collecte, elle se fait à peu près à 40% dans les réseaux de distribution alimentaire, food spécialisés et également près de 40% dans les déchetteries. Les autres réseaux sont divers et variés, les pompiers, les écoles, les entreprises. Et puis, à hauteur de 10%, nous récupérons aussi les piles et les batteries issues du démantèlement des déchets électriques et électroniques. C'est ce que l'on va parler tout à l'heure. En 2021, Corepil a collecté donc près de 1000 tonnes de piles et batteries. Ces collectes se font dans des conteneurs adaptés, bacs plastiques ou fûts métalliques qui respectent la réglementation transport ADR. Et les piles vont seront collectées et seront massifiées sur des centres de regroupement qui travaillent pour le compte de Corepil. Et l'on va faire des lots complets de 20 tonnes de piles et batteries. Ces piles et batteries vont toutes partir sur des centres de tri où on va sortir les différentes fractions de piles et batteries. Il y a à peu près 12 chimies de piles et batteries. 80% c'est de la pile alcaline saline et 5% environ ce sont des batteries lithium. Les batteries lithium qui intéressent beaucoup forcément les centres de démantèlement puisque c'est la fraction qu'on retrouve le plus dans les appareils électriques et électroniques. Ces piles et batteries donc, qui sont triées seront recyclées, donc 80% de l'alcaline, de la saline. Il y a deux process de traitement pour les piles alcalines salines. Nous verrons ensuite le process pour le recyclage des batteries lithium. Donc les piles alcalines salines, soit elles sont broyées puis
déferrailler, c'est-à-dire qu'on va récupérer la partie métallique qui va partir dans le recyclage de la ferraille, et on va récupérer une black mass qui est un concentré de zinc et de manganèse que l'on va ensuite envoyer dans des fours de métallurgie, four Vels, qui a pour objectif de récupérer le zinc. Ce zinc sera utilisé dans la galvanisation ou dans la fabrication d'alliages. Le second procédé de recyclage des piles alcalines salines, ce sont des procédés de pyrométallurgie, donc dans des fours de métallurgie adaptés, puisqu'ils ont en général des filtres pour récupérer les poussières. En l'occurrence, ce seront des poussières de zinc qui seront récupérées, et à l'issue du process de pyrométallurgie, on va récupérer des alliages métalliques, fer manganèse ou fonte métallique. Ces alliages sont réutilisés dans la fabrication de freins pour camions, des charges de contrepoids, des plaques d'égout, des choses comme ça. Ce sont des métaux en fonte. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est toujours de récupérer les métaux issus du recyclage des piles ou des batteries, hein, et si possible, de les réinjecter dans la fabrication des piles ou des batteries. Mais sur ce dernier point n'est pas facile, parce que pour fabriquer des piles et des batteries, je le dis maintenant, mais il faut des métaux extrêmement purs, extrêmement raffinés. Et le recyclage ne le permet pas toujours. Les batteries lithium, donc, elles nous arrivent des centres de démantèlement. Donc, la première étape, c'est une mise en sécurité. C'est-à-dire qu'on va décharger ces batteries lithium, hein, dans des bains électrolytiques. Donc, une petite attention particulière pour les piles et accumulateurs issus du démantèlement des déchets électriques et électroniques. Les process, parfois, abîment les piles ou les batteries. Donc, elles sont vraiment parfois coupées ou déchiquetées, hein, complètement. Donc là, il y a une attention particulière. Il faut les mettre en sécurité. Donc, on va remplir les fûts avec de la vermiculite, et une attention particulière sera apportée sur ces batteries, parce que sinon il peut y avoir des risques de départ de feu. Et ensuite, pareil, elles vont être broyées. Elles vont être broyées pour, pareil, récupérer la partie métallique par un aimant. Et puis, on va passer un courant de Foucault pour récupérer également les différentes fractions cuivre ou aluminium. On va, pareil, récupérer une masse active de ces batteries lithium. Et là, il va y avoir un procédé d'hydrométallurgie où on va mettre en solution cette matière active dans des bains électrolytiques, et puis par différents procédés de filtration ou de précipitation, on va récupérer les différents métaux contenus dans les batteries lithium-ion, donc essentiellement le nickel, le cobalt, il y a du cuivre également, et ces métaux vont aller dans l'industrie de la métallurgie de ces métaux. Le lithium n'est pas recyclé parce que le lithium est contenu en très faible quantité dans les batteries lithium, et le lithium donc est éliminé dans les scories du procédé. Voilà. L'objectif, bien sûr, c'est d'essayer de recycler le plus possible les métaux contenus dans les piles. J'espère que vous avez pu entendre le son. Je crois que vous êtes un ou deux à avoir eu un petit souci de son. Alors sachez que la vidéo, on fera un replay avec la vidéo et le son pour ceux qui l'auraient pas entendu. Ce qui a été présenté par David, c'est qu'il nous a présenté rapidement les deux procédés de traitement, celui sur les piles alcalines et celui sur les piles lithium. Et ce qu'il nous expliquait, c'est qu'on récupère principalement des métaux par différents procédés, et ces métaux sont ensuite recyclés dans des sous-produits de fonte ou autres, puisqu'on a une dégradation un petit peu des métaux, une pollution de ces métaux-là, et on ne peut pas les réutiliser à isofonction. Donc voilà ce qui était présenté. Je ne vais pas y rentrer plus dans le détail, puisque
j'imagine que la plupart d'entre vous avaient pu avoir les éléments. Donc, en fait, ma question, c'est plus aujourd'hui au niveau de la conception pour Lorraine. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu quelques petites présentations de soucis qu'on pouvait avoir, hein, ces accumulateurs qui étaient un petit peu abîmés. Mais Lorraine, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'extraction de ces composants de type pile, accumulateurs et autres aujourd'hui quand on met sur le marché un produit? Oui, donc là, ce que vous avez vu, ce que a présenté David, c'était bien la gestion une fois que les piles ont pu être sorties des équipements électriques et électroniques. Maintenant, tout l'enjeu, c'est justement de faciliter, en termes d'éco-conception, c'est de pouvoir faciliter l'extraction de ces piles, qui est une extraction essentiellement manuelle, donc pour retirer les piles des équipements électriques et électroniques, avec ce que présentait Marianne tout à l'heure, plusieurs étapes sur les chaînes de recyclage pour pouvoir extraire manuellement et sortir manuellement ces piles. Donc clairement, il y a un gros enjeu, il y a plusieurs gros enjeux en termes d'éco-conception pour faciliter la dépollution des équipements une fois qu'ils arrivent en fin de vie. La première chose qui est de pouvoir positionner les piles, mais en fait c'est aussi valable globalement pour les composants polluants, de pouvoir les positionner dans des zones où elles seront facilement accessibles pour le démontage, dans les zones où en fait elles pourront facilement être extraites, facilement être identifiées. Donc pour pouvoir être sorties sur les chaînes de traitement et être repérées assez rapidement. Et un deuxième gros enjeu, et qui est un enjeu qu'on commence à voir de plus en plus arriver, et notamment avec le lien avec les batteries et les piles au lithium, c'est surtout éviter de surmouler en fait les piles, de les enfermer finalement dans une capsule en plastique ou autre, ou dans une résine qui d'abord empêche d'identifier le composant, ou en l'occurrence la pile, et deux, fait qu'en fait cette pile va passer tranquillement sur les étapes ultérieures après la dépollution, puisqu'elle n'aura pas été identifiée et pas extraite. Et en particulier avec le cas des piles et des batteries au lithium, ça génère des grosses sources d'incendie, donc c'est vraiment des gros enjeux pour les centres de traitement. Et puis des enjeux plus en aval, parce qu'en fait ça veut dire qu'il y a un polluant qui continue de perdurer dans les flux qui ensuite doivent partir au recyclage. Et puis là, vous avez pour illustration en bas du slide une petite photo avec en fait des équipements dans lesquels les piles ne sont pas extractibles. Et donc, par défaut, en fait, ces équipements-là sont entièrement sortis. Ça veut dire qu'ils sont sortis. Ils ne vont pas continuer dans les étapes ultérieures où les matières vont pouvoir être séparées et recyclées. Et donc, de facto, pour ces équipements-là, en fait, le taux de recyclabilité tombe à zéro. Puisqu'en fait, l'équipement ne sera pas recyclé et sa gestion va être uniquement tournée autour de la maîtrise de la pile ou de la batterie qui peut être à l'intérieur. Voilà, donc un gros enjeu de conception pour que tous les composants qui potentiellement sont polluants puissent être facilement extraits et identifiés. Alors, je me suis permis de mettre dans le chat, pour ceux que ça intéresse, les fiches de bonnes pratiques qui ont été rédigées par Écosystème hein, sur l'éco-conception des produits électriques et électroniques. N'hésitez pas à les télécharger. Alors là, on a parlé de composants, mais j'ai vu tout à l'heure qu'on parlait d'appareils froids. C'est des choses qu'on a déjà un petit peu discutées. Et Lorraine, sur ces appareils réfrigérants, on sait qu'on a des soucis sur les fluides, enfin, je sais pas qu'on appelle ça les gaz, les fluides, et comment c'est géré. On sait que c'est quelque chose qui pose problème sur l'environnement. Oui, tout à fait. Alors, donc là, on passe dans une autre section. C'est plus les composants, là, c'est vraiment la gestion des fluides et des gaz isolants. Alors, c'est une problématique qui est plus dédiée à vraiment certains types d'équipements, même s'il y a différents types d'équipements qui peuvent contenir soit des gaz réfrigérants, donc dans les circuits réfrigérants qui génèrent le froid, soit dans ce qui va être vraiment plutôt les composants isolants, donc en particulier des mousses qui sont gonflées avec des gaz qui permettent justement après d'avoir une bonne isolation de la mousse. Donc vous voyez là sur l'image, il y a un petit panel d'équipements qui peuvent contenir ce genre de gaz, donc bien sûr des réfrigérateurs, mais aussi d'autres équipements, des vitrines professionnelles, des climatiseurs, des équipements un peu plus qu'on retrouve en bien moins grande quantité, mais par exemple des machines à laver qui peuvent contenir des pompes à chaleur. Et donc ces systèmes-là fonctionnent avec des gaz réfrigérants ou des gaz isolants. Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces gaz isolants et ces fluides réfrigérants ont évolué aussi au cours du temps avec des réglementations qui sont venues interdire certains des gaz. Mais c'est ce que vous voyez ici sur le schéma. Il y a eu différents âges dans lesquels des gaz
de type CFC, donc les CFC qui contiennent du chlore, du fluor. Et puis ensuite, une fois que ces CFC ont été interdits, il y a eu une substitution par des gaz HCFC ou des gaz HFC qui contiennent du fluor et toujours du fluor. Et puis maintenant, aujourd'hui, on est sur des technologies qui sont beaucoup plus des gaz de type HC, donc du pentane, du cyclopentane, du butane. Ce genre de gaz qui ont des pouvoirs de réchauffement climatique bien moindres que les gaz précédents et qui n'ont pas non plus la propriété de contribuer à la destruction de la couche d'ozone. Donc c'est pour ces raisons-là que les précédentes générations de gaz ont progressivement été interdites. Mais encore une fois, les équipements électriques et électroniques qu'on récupère aujourd'hui, ce sont des équipements qui ont été mis sur le marché il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, dans les réfrigérateurs que l'on récupère, donc vous avez l'illustration en bas, on a encore dans la moyenne finalement des équipements qu'on récupère, on a encore des gaz CFC, on retrouve encore des gaz HFC et des gaz HCFC. Et tout ça fait qu'en moyenne, un réfrigérateur aujourd'hui qui n'est pas dépollué, en fait, il contient qui ne sera pas dépollué, il contient environ 350 kg d'équivalent CO2 dans son circuit réfrigérant, 450 kg d'équivalent CO2 dans ses mousses isolantes. Et donc, au total, ça veut dire qu'un équipement aujourd'hui qui ne serait pas dépollué, c'est 800 kg de CO2 qui sont émis à l'atmosphère. Et ça, pour donner juste quelques ordres de grandeur très rapidement, 800 kg de CO2, on n'est pas très loin de la tonne de CO2 émise. Une tonne de CO2 émise, c'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion pour une personne. Donc, c'est énorme. Juste ramener à un frigo, c'est énorme. Un deuxième exemple, c'est 2 tonnes de CO2. C'est le budget carbone d'un Français, le budget carbone annuel d'un Français pour pouvoir respecter les accords de Paris. Donc, autant dire que chaque frigo compte et la dépollution de chaque frigo compte. Alors, ce qui est super intéressant, et là je le découvre avec la diapo, c'est que finalement les isolants sont aussi impactants sur le changement climatique, voire plus, on le voit, 450 par rapport au circuit. Moi j'aurais pensé que c'était ce qui était dans le composant, donc c'est pas uniquement. Donc il y a toujours des éléments de laideur cachés, comme on l'appelle, dans les produits. Et c'est pour ça aussi que certains équipements, même un équipement qui aurait été endommagé, par exemple un réfrigérateur qui aurait été endommagé et dans lequel son circuit réfrigérant aurait été endommagé, c'est très important qu'il rejoigne quand même la filière parce qu'il y a encore toutes ces mousses qu'il faut dépolluer, même si son circuit aurait été endommagé et que les gaz du circuit auraient été émis. Alors là, on voit les grandes étapes. On l'a vu tout à l'heure sur des petits équipements électriques électroniques pour enlever les piles. On voit là les éléments de traitement du froid. Tu peux nous expliquer rapidement comment ça se passe? Oui, alors en 2 mots, c'est un peu le même principe que le schéma d'avant. Il y a des premières étapes de dépollution pour enlever certains composants. Et puis après, vraiment, pour ce flux spécifiquement des gros équipements de froid qui contiennent ces gaz isolants, ces gaz réfrigérants, il y a en fait des étapes d'extraction qui viennent percer le circuit réfrigérant et aspirer les fluides réfrigérants qui sont contenus dans le circuit. Et puis ensuite, ce sont des équipements qui sont broyés, non pas broyés avec des broyeurs classiques comme pour d'autres familles d'équipements, mais qui sont broyés vraiment dans des broyeurs sous atmosphère confinée, qui permettent justement de récupérer les gaz isolants qui sont extraits des mousses au moment du broyage, et puis de sortir les mousses pour les emmener aussi vers donc ces mousses isolantes pour les emmener vers une fin de vie dédiée. Et donc après, tout l'enjeu est de bien gérer tous ces gaz qui ont été extraits pour pouvoir les détruire et garantir que justement leur pouvoir de réchauffement climatique est anéanti, quoi. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde un témoignage de ce que deviennent ces gaz, parce qu'après, on les stocke pas comme ça, ils doivent être traités. Et donc, on a eu la chance d'avoir justement un témoignage de Arnaud Deljuidis, j'espère que je le dis bien, de chez Tredi, qui a bien voulu nous expliquer un petit peu, une fois qu'on a sorti les gaz, ce qui se passe. Donc, je vais vous lancer la vidéo. Hop. Alors, bougez pas, ça arrive. Voilà, je vous la lance. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Deljuidis, je suis le responsable commercial du site de Tredi à Saint-Vulbas, qui est à proximité de Lyon. J'y travaille depuis une dizaine d'années et je suis donc responsable de l'alimentation des déchets sur ce site de Tredi Saint-Vulbas. Donc, Tredi Saint-Vulbas, c'est une filiale du groupe Séché Environnement. Séché Environnement étant un pure player dans le monde des métiers du traitement des déchets.
Et la filiale Tredi est spécialisée sur l'incinération des déchets dangereux. Donc, on a des installations qui sont en région lyonnaise, à Saint-Vulbas et à Salaise, et également une installation qui est à Strasbourg. Donc, moi-même, étant responsable du site de Tredi Saint-Vulbas, c'est un site d'incinération qui traite environ 30 000 tonnes de déchets par an, déchets dangereux. C'est un site qui est alimenté uniquement en déchets, c'est-à-dire que c'est l'énergie des déchets qui fait fonctionner le four. Et dans ces 30 000 tonnes, on va traiter tout type donc, de déchets dangereux, que ce soit des liquides, des solides ou des gaz. Et pour le compte d'écosystèmes, on traite depuis quelques années des déchets contenant du PCB, mais également des fluides frigorigènes, qui sont assimilés donc, à des fractions dangereuses. Nous récupérons les fluides frigorigènes issus donc, du démantèlement des installations, donc soit des installations frigorifiques, climatisation, mais également de tout ce qui est assimilé donc, aux D3E, frigo, groupe froid, qui contiennent des capacités frigorifiques. Donc c'est livré directement sur nos installations, en général dans ce qu'on appelle des cylindres ou des B1000, c'est-à-dire des gros contenants de 600 litres à peu près, 600 kilos. Mais également aussi dans des isotanks de 20 tonnes. Le gaz, une fois réceptionné sur notre installation, est analysé. Donc on s'assure que le produit réceptionné est bien en adéquation par rapport à notre autorisation et notre arrêté préfectoral. Et suite à ces analyses, on a un système de traitement de ces gaz. Donc le gaz en lui-même, pour rappel, ces gaz sont réglementés par le protocole de Kyoto et également par le protocole de Montréal. Ces gaz sont incinérés sur nos installations. La particularité du site de Tredi Saint-Vulbas, c'est qu'on est capable de traiter des produits dont les fluides frigorifiques font partie, qui contiennent des molécules de chlore et de fluor. Donc, c'est des produits qui sont assimilés donc dangereux. Pourquoi? Parce que lors de la combustion de ces produits, quand vous allez les chauffer à très haute température, donc dans nos fours, c'est 1200 degrés, si vous n'avez pas des traitements spécifiques de fumée, à partir de 400-500 degrés, vous allez avoir une recombinaison des molécules et qui risque de générer de la dioxine et du furane, qui est une molécule très toxique. Donc, pour éviter ce genre d'inconvénients, sur notre site de Tredi Saint-Vulbas, on a un système de traitement de fumée très particulier qui est un système d'abattement des fumées. En gros, le produit est injecté dans notre four, il est traité à très haute température, 1200 degrés, les molécules sont complètement cassées, puis ensuite elles passent dans un système de refroidissement, ça s'appelle un quench, c'est un grand rideau d'eau qui vous fait abattre la température des fumées de 1200 à 70 degrés. Et avec cette baisse très rapide des températures, vous n'avez plus de risque de génération de dioxine et de furane. Et la molécule est complètement traitée. C'est comme ça que l'on arrive à éliminer ces fluides frigorigènes. Et en traitement d'eau, c'est-à-dire que le quench, quand il va se mélanger, vous allez générer de l'acide chlorhydrique et tout type d'acide phosphorique qui va être neutralisé après dans une station de traitement d'eau. Donc vous allez avoir en sortie soit des bouts de traitement, soit effectivement du CO2 ou de la vapeur d'eau. Les bouts sont gérés comme dans un déchet dangereux, ça reste un déchet dangereux, et c'est envoyé directement dans des centres de stockage de classe 1, c'est-à-dire stockage de déchets dangereux, avec un suivi pendant des années sur les lixivia issus de ce stockage. Alors les enjeux de demain pour notre site, nous sommes autorisés actuellement à traiter des fluides frigorigènes qui ne sont pas classés inflammables, c'est-à-dire que les fluides passés, les HFC et CFC, sont des molécules qui ne sont pas inflammables. Le risque, c'est que de plus en plus les nouvelles générations de frigos sont équipées de fluides frigorigènes inflammables. Et nous n'avons pas d'autorisation à ce jour pour le traitement des gaz inflammables. Donc le risque, c'est que la proportion de produits avec des gaz inflammables aille crescendo et que nous n'ayons pas en temps et en heure la solution pour apporter à nos clients. C'est un petit peu les enjeux de demain. Alors, on a vu un petit peu comment étaient traités ces gaz, on l'a compris, c'est de l'incinération, traitement de fumée et traitement de boue derrière. Mais Lorraine, est-ce qu'on peut prévenir un petit peu ces pollutions
Alors, en termes d'éco-conception, c'est vrai que c'est tentant de se dire, bon, en fait, ces gaz ont été interdits. Aujourd'hui, c'est bon, en fait, la problématique est résolue. Alors, on peut quand même, il y a quand même des axes qui peuvent être activés. La première chose, c'est qu'il y a encore des équipements, alors pas pour les équipements type réfrigérateur domestique, pour lequel, en fait, les réglementations, et notamment la réglementation F-Gaz, qui est un peu la conséquence et la suite du protocole de Montréal et du protocole de Kyoto. Cette réglementation est venue interdire un certain nombre de gaz, et notamment ceux qui ont des pouvoirs de réchauffement climatique supérieurs à 150 en termes de PRG. Ça, c'est interdit déjà depuis 2015. Maintenant, en fait, les restrictions sont un petit peu en décalage sur les équipements professionnels. Et donc, il y a un certain nombre des restrictions qui ont été mises en application début 2022. Donc, ça veut dire que sur ces axes-là, il y a encore des petits leviers d'action, mais qui sont bien moins importants, puisqu'en fait, l'essentiel du travail a déjà été fait en remplaçant les gaz. Après, en fait, ça donne deux autres types d'informations et de recommandations. La première chose, et c'était très bien illustré dans la vidéo, c'est que ça reste très important malgré tout de toujours prendre en compte la fin de vie et de l'équipement et la dépollution de l'équipement en fin de vie dans les réflexions au moment de l'éco-conception, puisqu'on le voit là, en fait, il y a eu un switch vers des nouveaux types de gaz qui sont bien meilleurs pour l'environnement parce que bien moins impactants sur le changement climatique, mais qui vont poser d'autres problématiques puisque ce sont des gaz qui sont plus inflammables, etc. Donc la gestion en fin de vie va poser d'autres problématiques. Et puis le deuxième gros axe, c'est que malgré tout, aujourd'hui, quand un consommateur change son équipement, en fait, il a encore chez lui potentiellement un équipement qui a des années, qui contient encore des gaz HFC, des gaz HCFC ou des gaz CFC. Et donc, il y a un gros axe aussi, un gros levier potentiel pour augmenter la dépollution et augmenter vraiment le geste de recyclage. C'est aussi de contribuer à informer vos clients sur les enjeux de la bonne gestion en fin de vie de leurs équipements, à la fois sur les axes de recyclage, que en général, on a plus en tête, mais aussi sur les axes de dépollution, parce qu'il y a des substances ou des composants, ou en l'occurrence ici des fluides, qui ne doivent pas se retrouver dans l'environnement, pas pour des questions de nocivité sur la santé, mais pour des questions de nocivité envers l'environnement. Ok, on comprend bien. Donc, il faut accompagner l'utilisateur sur la gestion fin de vie et la réglementation sur les gaz. Alors, je vois le temps qui passe et moi, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais qu'on travaille et qu'on discute, c'est les substances et les composants qui sont à l'intérieur des matériaux. Et je pense en particulier aux retardateurs de flamme ou autres éléments. On en a commencé un petit peu à en parler. Donc, tout ce qui est les plastiques bromés à recycler et autres. Donc, j'avais un point sur les enjeux. Donc, je pense que c'était Marianne qui avait un ou deux points pour nous expliquer un petit peu les grandes familles de retardateurs de flamme, parce que c'est pas si évident que ça, je pense. Oui, je vais le faire rapidement. Effectivement, au niveau pour sécuriser la prise de feu, en fait, les metteurs en marché sont dans l'obligation en fait de mettre des retardateurs de flamme dans leurs produits, dans les matrices plastiques notamment. Et voilà, pour des normes de sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne va pas empêcher la combustion de l'équipement, mais ça va retarder le départ de feu et ces quelques secondes gagnées, en fait, sauvent des vies. Donc, il y a des obligations. Et effectivement, il y a 15 ans, on mettait essentiellement des retardateurs de flamme bromés. Donc, c'est les plastiques chargés avec ces composants qu'on retrouve dans nos gisements aujourd'hui. Donc, les grandes familles sont les PVB, les PBDE et l'HBCDD. Donc, c'est pas mentionné là le Synergis qui est aussi allié à ces grandes familles de retardateurs de flamme bromés pour accentuer l'efficacité retardante, mais c'est bien de le citer, donc le trioxyde d'antimoine est très souvent utilisé. Et donc là, sur la droite, on voit aussi la réglementation qui cadre un petit peu l'utilisation de ces substances. Donc en fait, c'est le règlement POP, l'annexe 4 du règlement POP qui mentionne là, au sein de ces grandes familles, tous les composants, toutes les substances ne sont pas considérées comme POP, mais certaines, notamment 5 dans la famille des PBDE, que sont le tétra, le penta, l'hexa, et l'hepta et le déca-BDE, dont la somme des 5 PBDE doit être inférieure à 1000 ppm. L'hexa-BD, qui est un peu moins présent, même
dans nos plastiques, donc on liste quand même, mais on n'est pas vraiment concerné par cette substance, avec cette limite de 50 ppm, 50 mg par kilo, et l'HBCDD qui est le petit dernier avec ce seuil de 1000 ppm. Donc nous, l'intérêt, enfin, l'objectif pour nous, c'est de s'assurer que les plastiques, en fait, qui sont orientés vers la boucle de recyclage, soient exempts de ces substances-là. Donc là, moi, je vais passer la parole à Mathilde. Ah, il y a peut-être une petite slide juste avant, passer la parole à Mathilde qui explique un petit peu sur une chaîne de traitement un peu classique. Voilà, c'est un peu en bout de chaîne que l'on va réaliser le tri des plastiques bromés, non bromés. Donc voilà, et Mathilde va nous faire une petite présentation des processus. On sent qu'on a besoin d'une chimiste là, hein. Donc on a Mathilde, on la remercie, donc de Plastic Recycler Europe. Je vous mets le lien de son site si vous voulez voir un petit peu de quoi il est question. Alors Mathilde, comment ça se passe? Merci beaucoup. Du coup, effectivement, donc Marianne a bien posé le contexte réglementaire au niveau de ces plastiques bromés. Mais aujourd'hui, du coup, dans les sites de recyclage et notamment les sites de recyclage plastique de D3E, il existe des technologies qui permettent du coup de séparer les plastiques qui contiennent des retardateurs de flammes bromées et les plastiques qui n'en contiennent pas. Donc, la première technologie dont on va parler, c'est le tri densimétrique. Donc, en fait, cette technologie, elle va tout simplement utiliser la densité des matériaux pour permettre de séparer les plastiques contenant des retardateurs de flammes bromées des autres. Il faut savoir que le brome, c'est un élément chimique qui est lourd, en fait. Et quand il va être ajouté à une certaine matrice plastique, eh bien, ça va augmenter sa densité, donc techniquement augmenter son poids. Et c'est ça que le recycleur va utiliser comme propriété pour permettre de les séparer. Donc voilà comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle des bains de densité. Donc on va avoir un bain avec de l'eau dans lequel on va ajouter par exemple du sel pour permettre d'augmenter la densité du bain. Et puis ensuite, on va ajouter du coup les plastiques en entrée. On va avoir tout un procédé de mélange pour permettre de bien mélanger toutes ces particules qui sont du coup de même taille, hein, pour pouvoir bien les séparer. Ce procédé de mélange, ça va par exemple permettre d'enlever les petites bulles qui pourraient se trouver à la surface d'un plastique, parce qu'une bulle d'air, ça va forcément changer la densité du plastique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien homogénéiser. Il faut aussi éviter les superpositions de plastique, parce que voilà, deux plastiques qui seraient collés, ça va forcément les faire couler en fait, et du coup fausser le process. Du coup, ça c'est vraiment la première étape, c'est le mélange. Et puis ensuite on a une étape où tout simplement on va laisser les plastiques se reposer pour permettre qu'ils coulent ou qu'ils flottent. Et puis donc les plastiques qui vont flotter, ce sont les plastiques qui vont être recyclés ensuite, et puis séparés dans les fractions polymériques, hein. Donc pour les D3E, c'est souvent l'ABS, le PS, le PP et le PE. Et puis les fractions qui vont couler, donc qui contiennent ces retardateurs de flammes bromées, c'est souvent considéré comme un déchet pop, hein, comme l'a expliqué Marianne, parce que c'est au-dessus du seuil de 1000 ppm. Pour notamment ces retardateurs de flammes bromés, les PBDE. Donc ça va être envoyé en destruction. Et puis la fraction qui flotte va être envoyée, va être séparée et puis recyclée et mise dans de nouveaux produits. Donc ça, c'est la première technologie qui est assez démocratisée, hein, qui est utilisée chez beaucoup de recycleurs. Si on va au slide suivant, on a aussi un autre type de tri qui est le tri optique, donc qui va s'effectuer avec des capteurs. Et là, pour le coup, on est basé sur une autre type de propriété, ça va être la concentration en éléments chimiques. Et là, dans notre cas précis, donc la concentration en brome. Donc là, on va avoir un tapis en fait sur lequel les matériaux vont être déposés. C'est souvent un tapis vibrant pour pouvoir vraiment bien étaler toutes les particules de plastique sur le tapis roulant pour permettre une bonne détection des différentes particules plastiques. Et puis ensuite, on va avoir une quantification de la concentration en brome. On va pouvoir la fixer par exemple à 2000 ppm. Donc au-dessus de ce seuil, on va pouvoir considérer que effectivement les retardateurs de flammes bromées vont être au-dessus des concentrations réglementaires. Bien faire attention qu'effectivement, une concentration en éléments chimiques, c'est différent d'une concentration
en substance. Donc ça, vraiment, cette conversion, disons que c'est une extrapolation, mais néanmoins, on peut dire avec pas mal de confiance que cette séparation est vraiment appropriée, et donc les fractions qui ont une concentration en brome en dessous de 2000 ppm peuvent être recyclées et puis séparées de nouveau dans les différentes fractions polymériques. Donc voilà un peu pour ces deux technologies principales, disons. Ouais, alors profitez bien de la présence de Mathilde. Si vous avez des questions, vous les posez, comme je vous disais, dans le chat questions, parce qu'on a vraiment une experte avec nous là, de Plastic Recyclers Europe. Mais je reviens toujours moi, à mon principe pour l'éco-conception. Qu'est-ce qu'on peut faire en éco-conception pour améliorer tout ça, Lorraine? Alors peut-être avant, on peut laisser la parole à Marianne aussi pour expliquer comment Écosystème suit et monitore la performance du tri, et moi je dirais l'aspect éco-conception après. Ouais, je vais le faire très rapidement. C'est vrai que avant de confier les plastiques en fait aux unités de tri, eh bien en fait la filière va les évaluer. Donc de grands principes, il y a validation de process. Donc toute nouvelle ligne se verra confier des plastiques effectivement s'ils réussissent ce test. Et par la suite, tout opérateur donc qui a réussi cette validation de process, qui se voit confier des flux, eh bien on y fera des contrôles continus chaque année pour mesurer la performance et voir le maintien de l'unité. Donc effectivement, là, ça va se baser sur un protocole de prélèvement. Donc, parce que c'est une des étapes cruciales, c'est que l'échantillonnage soit robuste. Donc on s'appuie sur des normes et sur tout un protocole. Et aujourd'hui, on va jusqu'à mettre en place en fait un protocole de préparation des échantillons au sein des laboratoires jusqu'à la prise d'essai pour avoir une plus grande robustesse encore des résultats. Donc l'objectif, en fait, c'est bien de réaliser des analyses chimiques en laboratoire et de vérifier donc la teneur en brome, donc qu'elle soit bien inférieure à 2000 ppm, et la teneur en retardateur de flamme bromée POP, qu'elle soit bien sous les seuils réglementaires pour être validée et pour donner le go à ces process voilà, de tri. Voilà, Lorraine, je te laisse continuer. Donc, ouais, Lorraine, c'est plus sur les principes d'éco-conception. On a vu que là, il y avait des éléments qui permettaient de qualifier la qualité des matériaux, que c'est géré, mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Eh bien, donc il y a plusieurs enjeux. La première, et puis ce sera le slide d'après normalement. La première chose, c'est que effectivement alors c'est le slide encore après. Ça c'était pour illustrer rapidement ce qu'a présenté Marianne. Alors ce sera encore le slide d'après. On fait de plus en plus vite. Le temps file. C'est le dernier slide. Donc il y a deux enjeux, il y a deux gros enjeux. Le premier enjeu qui est vraiment sur les plastiques bromés qui aujourd'hui contiennent les retardateurs de flamme bromée. On sait et on voit que finalement on a une évolution dans les types de retardateurs de flamme bromée qu'on peut retrouver dans ces fractions-là. Donc il y a les retardateurs de flamme qui sont POP, qu'a présenté Marianne tout à l'heure, qui doivent être dépollués, etc. Donc aujourd'hui, par défaut, toute la fraction qui contient ces retardateurs de flamme est traitée est spécifiquement traitée, est sortie dépolluée et spécifiquement traitée pour vraiment garantir que aucun des retardateurs de flamme qui sont POP, etc. ne se retrouve dans la fraction plastique qui part au recyclage. Donc ça, c'est le premier enjeu. Maintenant, on voit que justement sur ces retardateurs de flamme bromée, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc pour nous, c'est important de réussir à comprendre quels vont être les nouveaux retardateurs de flamme. Est-ce qu'ils seront bromés ou pas? Est-ce qu'en fait, suivant les technologies qu'a pu présenter Mathilde, est-ce qu'ils vont se retrouver, les plastiques qui contiendront ces nouveaux retardateurs vont se retrouver dans la même fraction des retardateurs de flamme bromés qui aujourd'hui est séparée, ou dans d'autres fractions, et est-ce qu'il faudra à leur tour les séparer? Donc ça, c'est un premier gros enjeu pour nous de dépollution. Et donc sur lequel on est tout à fait ouvert à la discussion justement avec les fabricants qui maîtrisent bien mieux la connaissance de quels sont aujourd'hui à date ces retardateurs qui sont mis dans les matières. Et puis l'autre enjeu, c'est vraiment finalement gare à toutes les matières qui vont être perdues parce qu'on a aujourd'hui ce process de dépollution qui est obligatoire et qui est nécessaire.
Et donc, il y a un certain nombre de matières qui vont se retrouver par défaut dans la fraction qui contient ces retardateurs de flammes bromées, soit parce qu'ils sont sur des plages de densité, que c'est des plastiques différents et qui vont se retrouver sur les mêmes plages de densité que les plages de densité qui permettent d'éliminer et de sortir les plastiques avec des retardateurs de flammes bromées, soit parce que, c'est ce qu'évoquait Mathilde tout à l'heure, les associations entre pièces font que, en fait, on ne va pas pouvoir bien séparer les deux fractions, et donc par défaut, deux pièces, pardon, et donc par défaut, ça va terminer dans la mauvaise fraction. Voilà, donc en termes d'éco-conception, il y a à la fois la connaissance et puis ne pas hésiter aussi à partager avec nous cette connaissance sur quels sont les retardateurs de flammes bromées de demain pour qu'on puisse aussi travailler sur la filière de recyclage des équipements en avance de phase, parce que faire évoluer un process, ça prend du temps. Et puis après, vraiment dans la conception stricto sensu du produit, bien s'assurer que les matières qui sont mises, en fait, ne vont pas par défaut terminer avec cette fraction bromée, soit parce qu'elles ont des densités spécifiques, soit parce qu'elles intègrent d'autres types d'additifs qui vont leur procurer une densité spécifique. Ok, merci pour ces éléments. J'avais quand même une question. On a beaucoup parlé des retardateurs de flammes à composés bromés. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres composés ou substances qui poseraient souci au recyclage? Je crois qu'on en a un petit peu parlé au départ. Je ne sais pas si c'est pour Marianne ou pour Lorraine, ou Oui, éventuellement qui les récupère malheureusement en fin de vie. C'est ça. Aujourd'hui, vraiment dans les réglementations déchets, donc sur la gestion du déchet, aujourd'hui, on a l'obligation de séparer les plastiques qui contiennent des retardateurs de flammes bromées. Et ne sont pas forcément mentionnés d'autres types de substances. En revanche, et c'est là où ça boucle aussi avec finalement la réintégration des composants de ces matières recyclées dans des nouveaux composants ou pièces, c'est qu'il faut que ça respecte les réglementations produits. Donc voilà, ça fait bien le lien, Mathilde, si tu veux compléter aussi avec des travaux du PRE. Ouais, non, c'est vraiment ça. En fait, le recyclage, c'est vraiment à l'interface entre ce qui est un déchet, on le traite, on en fait une nouvelle matière, et puis ça devient un produit. Donc, il est important, avant de remettre du coup ce plastique recyclé dans un équipement, par exemple, il faut être conforme à la législation produit. Donc, effectivement, cette législation produit, elle restreint l'utilisation de certains retardateurs de flammes bromées, mais aussi plein d'autres substances. Il faut être conforme à REACH, au règlement POP. Si on veut remettre dans des équipements électroniques, au règlement RoHS. Donc, il y a toutes ces substances, il y a les phtalates, il y a plein d'autres substances auxquelles il faut prêter attention. Et du coup, chez PRE, on a développé cette méthode de contrôle qualité qui peut être utilisée sur le site de recyclage, qui allie à la fois les analyses chimiques, mais aussi l'outil XRF, pour permettre du coup d'avoir un contrôle en fait de ce niveau de substance dans les matières recyclées, et pour être sûr que le matériau qu'on remet sur le marché, cette matière recyclée, soit conforme à la législation au niveau chimique. Voilà, c'était en quelques phrases du coup cette méthode, mais vraiment pour montrer qu'effectivement sur les sites de recyclage plastique de D3E, il y a vraiment un contrôle qui est fait au niveau de ces substances pour être sûr de la conformité. Alors justement, Mathilde, sur ce procédé XRF, alors on avait des commentaires dans le chat sur les limites de détection à 10 000 ou 15 000 ppm. On en est où aujourd'hui sur l'état de l'art ou sur ces technos? Ouais. Donc la technologie XRF, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle l'XRF de table qui va être assez précis en fait. Ça va être vraiment un XRF plutôt analytique de labo. Ensuite, on a un XRF qui ressemble un peu à un pistolet, disons, qui est beaucoup utilisé sur les centres de recyclage, qui va permettre une détection très rapide de la concentration en éléments chimiques de la matière, notamment tout ce qui va être métaux lourds, mais aussi composés halogénés. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vraiment on va pouvoir faire une analyse très régulièrement sur les matières qui sont produites. Ça, c'est très intéressant. Et effectivement, là, au niveau des limites de détection, ça dépend de tous les éléments chimiques. Donc, tous les éléments chimiques ont une différence au niveau des limites de détection. Pour ce qui est du brome, on peut détecter très bas, on peut détecter jusqu'à 10 ppm.
Après, effectivement, il y a est-ce que l'échantillon est bien représentatif? Est-ce que voilà, ça va être va forcément y avoir des différences entre différents types d'XRF qui est utilisé. Donc, il faut toujours prendre une marge de confiance, hein, essayer de maximiser les valeurs pour être sûr qu'on ne tire pas de mauvaises conclusions. Et puis ensuite, il y a l'XRF qui est utilisé en ligne, hein, vraiment sur une ligne de prod. Et là, c'est des détections qui sont vraiment très rapides. Du coup, c'est pour ça qu'on a ce seuil à 2000 ppm qui est, disons, faisable. Mais c'est vrai que ça ne va pas à des limites de détection qui sont très basses parce que c'est une analyse qui doit se faire très, très rapidement sur une ligne de production pour avoir un peu de rendement, hein. On ne peut pas passer 30 secondes sur une particule. Ça ne marche pas, c'est pas viable. Du coup, voilà pour au niveau des différentes limites de détection pour l'XRF. D'accord. Tu peux juste nous rappeler ce que veut dire XRF? C'est peut-être pas connu par tous. X-ray fluorescence. Ok, merci. J'ai plein de questions qui arrivent un petit peu, alors je vous les donne comme ça. Des questions qui nous arrivent sur les charges et notamment les fibres qu'on peut avoir dans les composants, alors fibres de verre, fibres de carbone ou autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui, posent un souci au recyclage ou sont des composants dangereux au regard des réglementations dont on a parlé tout à l'heure? Ouais, alors Mathilde, si jamais tu voudras compléter, n'hésite pas. C'est pas forcément des éléments qui font basculer ensuite la fraction en dangereux. On peut avoir des plastiques avec des fibres de verre, des plastiques type polypropylène avec du talc, etc. Par contre, là où ça va être une problématique, c'est que en fait, ça augmente la densité de la matrice. Donc, dans des technologies de tri par densimétrie, en fait, on va perdre le plastique et donc il sera pas recyclé. Donc, en termes de recyclabilité pour l'équipement qui contient cette matière, ça diminue sa recyclabilité. Et puis après, ça pose d'autres problèmes, plus dans les étapes aval vraiment d'extrusion. Quand il y a des fibres, les matrices qui contiennent des fibres posent problème au moment vraiment des étapes finales d'extrusion où il y a des étapes avec des filtres. Et ces fibres, pour faire très très schématique, bouchent les filtres. Ah, ça on n'aime pas trop, en général, ce procédé industriel. Alors, j'aimerais revenir aussi sur des choses un peu plus pratico-pratiques, parce que c'est vrai qu'on allait un peu vite. Finalement, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de recycler un plastique avec des retardateurs de flamme bromée? C'est une réglementation? C'est l'interdiction des 50 ppm? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, là, ouais, tout simplement, bon, déjà, c'est que c'est des substances qu'on n'aime pas trop, hein. Si elles s'appellent du coup des substances POP, c'est Persistent Organic Pollutant. Ça veut dire que ce sont des substances en fait qui persistent dans l'environnement qu'on ne peut pas détruire et qui malheureusement causent des problèmes au niveau de la santé des hommes, hein. Donc, il faut les détruire. Effectivement, on ne peut pas les recycler. Après, il y a au niveau recherche des nouveaux procédés qui sont développés, notamment le procédé de dissolution, qui va vraiment permettre de prendre une matrice plastique contenant un retardateur de flamme bromée et puis de dissoudre cette matrice plastique, d'en retirer les additifs et puis ensuite de prendre du coup la matrice plastique qui est propre, de nouveau propre, et puis du coup d'en refaire un matériau en fait, et puis un plastique recyclé, de le remettre dans de nouveaux produits. Donc ça, c'est encore à l'échelle de recherche, mais c'est un procédé qui pourrait dans le futur se démocratiser et être utilisé au niveau pour le recyclage de ces plastiques bromés au lieu d'aller en destruction. Okay. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, on avait pu faire un webinaire sur le recyclage chimique. Ah, oui. Donc, ça rejoint un peu ces enjeux-là. Donc, n'hésitez pas, je fais un peu de pub au passage, mais n'hésitez pas à aller réviser les anciens webinaires qui sont disponibles sur notre plateforme. Exactement. Et d'ailleurs, là, Lorraine, quels sont les principaux enjeux de la dépollution et quels seraient, enfin, si on devait faire une conclusion sur les axes de travail en termes d'éco-conception sur ce qu'on a vu aujourd'hui?
Oui, alors je dirais, pour faire très vite, la conclusion, c'est bien penser à la dépollution au moment de la conception du produit. C'est vrai que c'est un élément que l'on a peut-être moins en tête quand on éco-conçoit un produit. On va plutôt se poser des questions, est-ce que la matière va être recyclable? Est-ce que les matières vont bien être séparées, bien être recyclées? Mais on se pose peut-être un peu moins cette question de est-ce qu'en fait, il y a un enjeu de dépollution ou est-ce que mon produit, dans sa conception, va faire que certains éléments ne pourront pas être bien dépollués ou par défaut vont terminer dans des fractions qui doivent être traitées parce qu'elles contiennent des polluants. Et après, globalement, tout l'enjeu de ce qu'il faut bien garder en tête, c'est donc dans la filière des 3E, les premières étapes à la réception des équipements sont vraiment des étapes de dépollution avec séparation de substances ou de composants dangereux ou de matières qui contiennent des composants dangereux. Tout ça via des procédés d'élimination qui sont spécifiques. Donc, c'est les exemples que vous avez pu voir et puis les différents interviews que vous avez pu voir. Et puis derrière, pour nous, en tant que filière, il y a du coup un gros enjeu de pouvoir bien tracer et garantir cette traçabilité de tous ces composants dangereux jusqu'à leur élimination pour s'assurer que finalement, toute cette chaîne est bien faite au-delà de simplement est-ce qu'on atteint des taux de recyclage. Voilà. Alors, justement, je crois pas qu'on l'ait parlé tout à l'heure, mais sur ces problèmes de dépollution, de risques, etc., il me semble que Écosystème va organiser une journée spécifique sur les risques ou les incendies d'ici juin. Sur les incendies, oui, tout à fait, ça va être très spécifique. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, les piles posent des gros problèmes au niveau des centres de traitement, notamment des centres de traitement des équipements électriques et électroniques, notamment pour les petits appareils en mélange. Il y a une recrudescence aussi de départs de feu et même des installations qui ont complètement brûlé suite à des départs de feu provoqués par justement des piles dans ces différents flux. Donc c'est pour cette raison et pour pouvoir mettre un peu tous les acteurs autour de la table et réfléchir un peu à esprit ouvert autour de cette problématique que donc Écosystème organise des assises autour de l'enjeu incendie lié notamment à ces piles et qui auront lieu mi-juin. Donc la date précise reste encore à définir, mais donc ce sera pour très bientôt. Ok. Alors, et vraiment pour être un peu concret, parce qu'on a parlé quand on récupère des produits qui ont déjà été mis sur le marché, qui n'ont pas forcément été conçus au regard des filières, et donc il nous reste des éléments avec des polluants organiques persistants et autres. Ça devient quoi? On en fait quoi? On récupère les autres, on les recycle, mais les fractions qui sont polluées, qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui? Donc dans le sens finalement les fractions qui concentrent tous ces composants ou ces substances, etc. Justement, elles suivent les différentes voies qui leur sont dédiées, donc soit des voies de recyclage, traitement spécifique pour les piles par exemple, soit des voies de élimination des gaz, soit par exemple pour les composants en mercure qu'on peut retrouver dans les lampes, certaines ampoules contenaient du mercure, ou les tubes des écrans plats, certaines technologies contiennent aussi du mercure. Par exemple, ces composants-là, mais ils sont pareils, massifiés, regroupés dans des fractions spécifiques qui ensuite sont envoyés vers des centres qui vraiment savent gérer cette dépollution, cette élimination en fait des substances. Il y a un peu deux choses sur les composants dangereux. Soit on peut les détruire, c'est le cas des gaz, c'est le cas par exemple des retardateurs de flamme bromés, parce qu'en les chauffant, en fait, on arrive à détruire les molécules et après on peut récupérer des éléments ou stabiliser des éléments. Soit on n'est pas capable de les détruire. Par exemple, sur le cas du mercure, on ne peut pas détruire du mercure, mais par contre, après, tout l'enjeu, ça va être de pouvoir stabiliser en fait l'élément, stabiliser la matière et permettre son élimination, même si en fait, elle ne disparaît pas, mais sa dangerosité est maîtrisée parce que justement elle est stabilisée et puis après stockée dans des centres dédiés pour garantir qu'elle ne va pas pouvoir se disperser dans l'environnement. Et donc, on a une idée un petit peu de la... Alors, elles ont été parlées, discutées tout à l'heure dans les vidéos pour les piles, et il me semble que ça a été... Il y avait un schéma à la fin pour Corépile, qui les différentes fractions. Pour les gaz, c'était clair, puisque ça partait soit en eau, soit en dioxyde de carbone, et le reste, ça partait en boue. Pour les autres, on a une idée des fractions, par exemple sur les plastiques aujourd'hui, ce que ça représente? Oui, alors on voyait peut-être dans les tout premiers slides, il y avait justement le tonnage des plastiques bromés
Alors, c'est la fraction considérée comme bromée qui était indiquée. J'insiste bien sur le fait que c'est la fraction considérée comme bromée parce que dedans, on peut retrouver aussi d'autres types de plastiques et même finalement les plastiques qui contiennent des retardateurs de flamme bromée, c'est pas la majorité des plastiques de cette fraction, mais justement par défaut, on préfère trier plus large et s'assurer que tous les plastiques qui contiennent des retardateurs de flamme bromée se retrouveront bien dans cette fraction que risquer de faire peut-être plus précis et de risquer de laisser passer certains plastiques avec des retardateurs de flamme. Donc là, on le voit, c'est sur la dernière ligne. Ça représente en 2020, donc pour les activités pilotées par écosystème, ça représente 11 000 tonnes, plus de 11 000 tonnes de matières plastiques qui ont été mis de côté finalement et puis traitées comme des déchets dangereux parce que elles contiennent ou sont supposées potentiellement contenir des retardateurs de flamme bromée. Ok. Et par contre, on n'a pas de aujourd'hui par catégorie de produits. Je prends petit électroménager, PAM, de ce que ça représente. C'est tout mélangé là. Oui, ça c'est tout mélangé. Et après, c'est des enjeux qu'on va retrouver surtout dans le flux des petits appareils électriques ou dans le flux des écrans. Et qu'on retrouvera beaucoup moins sur les gros équipements, électroménagers, que ce soit froid ou hors froid, parce que c'est aussi des équipements dans lesquels les plastiques ont moins besoin de ces retardateurs de flamme. Donc c'est vraiment un enjeu très important pour les deux axes, petits équipements électriques et électroniques, et puis écran. Ok. Alors, j'ai une dernière question là, qui, je pense plus pour Marianne, qui est une question plus de REP. Les lampes, donc c'est une question en disant les lampes, la personne a compris que les lampes étaient hors des D3E. Est-ce que les lampes, ampoules, etc., c'est couvert ou pas? Oui. Oui, c'est bien un flux que l'on gère et qui fait partie intégrante des D3E. Ok. Peut-être que vas-y, parce que j'ai oui, j'allais dire peut-être ce que la personne avait en tête, c'est qu'aujourd'hui on les traite comme un flux séparé et il se trouve que Écosystème a un agrément spécifique pour le traitement des lampes. Donc en fait, c'est pas, les lampes ne sont pas dans le même agrément que notre agrément pour le traitement des D3E ménagers. On a d'un côté un agrément donc des pouvoirs publics pour exercer le recyclage des équipements électriques et électroniques ménagers, sauf les lampes. Et puis à côté un autre agrément, donc avec des spécificités particulières, pour le traitement des lampes. Mais sinon, oui, c'est bien sûr aussi un équipement électrique. Ok, mais merci pour la réponse. Et je finis par une dernière question. Je reviens sur des histoires de piles et accumulateurs, et en particulier sur les petites piles lithium. Je pense plutôt aux petites piles plates. Est-ce qu'il existe vraiment un risque d'incendie si on altère une petite pile plate, je ne sais plus comment ça s'appelle, les R20 ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui font que quelques grammes? Je ne sais pas qui peut prendre ça au bon ou pas. Les petites piles lithium, si elles Ouais. elles sont inflammables, en fait, elles réagissent avec l'humidité et si elles sont entrechoquées. Et voilà, donc il suffit de très peu de choses, c'est très sensible pour que le départ de feu ou la petite étincelle se crée. Donc, ouais, toute pile lithium est soumise à ce même risque de prise de feu très facile. L'humidité est également un facteur très important. Ah ouais, d'accord. Ok, donc le risque est tout en existant. Ouais. Ok. Bon, bah, on a fait un peu le tour des questions. Il ne nous reste plus qu'à prendre date, puisque notre prochain webinaire aura lieu de mémoire en juin. Je ne sais plus, parce qu'on a bougé la date. Je retourne, j'espère qu'on l'a bien modifié sur le diaporama. Vous m'excuserez. Le 10 juin, oui, normalement, c'est bon. Le 10 juin, voilà, on avait prévu une autre date, mais ce sera le 10 juin. Et ça répond un peu aux questions que je n'ai pas traitées, qui sont sur les cartes électroniques, puisque ce sera tout l'objet de notre webinaire, donc le 10 juin. Donc tout ce qui est un focus sur les composants électroniques et autres composants, on verra ça le 10 juin. Bon, alors je tiens vraiment à remercier tout le monde. Merci Mathilde d'avoir pu prendre un peu de temps sur ton agenda pour nous avoir fait un petit peu ce retour d'expérience. C'est toujours important de comment ça se passe. Et puis toujours un grand merci pour nos experts d'écosystème qui nous accompagnent tout le long de ces webinaires. Merci Lorraine, merci Marianne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Merci Samuel et merci à tous les participants, même si on a largement dépassé le timing, d'être encore présents. Comme Merci toujours. beaucoup. Valérie. Bon après-midi à tous, au revoir. Bon après-midi.